Vous vous souvenez de l'histoire de Maria Kovalchuk? Après cette nuit horrible où Maria s'est retrouvée à l'hôpital avec des fractures aux membres et où elle a longtemps été entre la vie et la mort, de longues semaines de traitement et de rééducation ont suivi. Selon les médecins, elle a subi une importante perte de sang et des blessures causées par un objet contondant. Maria a eu du mal à reprendre conscience. On lui a administré des perfusions et des sédatifs pour calmer ses crises de panique incessantes. Lorsque son état s'est enfin stabilisé et qu'elle a pu parler plus ou moins correctement, cette nuit horrible et tout ce qui s'était passé avant et après ont commencé à ressurgir dans son esprit. Peu à peu, Maria a commencé à reconstituer les événements et ses souvenirs ne faisaient que renforcer son horreur. Lorsque Maria Kovalchuk a posé le pied à Dubaï pour la première fois, elle ne se doutait pas à quel point elle allait être entraînée dans le tourbillon impitoyable du crime et des pratiques occultes. Au début, elle ne voyait que des gratte-ciel scintillants et entendait des promesses de succès rapide dans l'industrie de la mode. Naïve et croyant en un avenir radieux, la jeune fille a signé un contrat avec une agence qui lui proposait des séances photos, des défilés et, surtout, des cachets élevés. Mais, comme elle l'a découvert plus tard, derrière les apparences se cachait une réalité monstrueuse, dont Maria n'a pris conscience que quelques mois plus tard, alors qu'elle était déjà prise au piège du mystérieux cher Saïd Al-Fahadi et de son acolyte Günther Hoffmann. L'histoire de Maria Kovalchuk peut être comparée à ces rares cas où une voix isolée décide de s'opposer à un système puissant. Ce que Maria a raconté et les nouveaux détails qu'elle a révélés ont choqué tous ceux qui les ont entendus. Rappelons brièvement qui est Maria Kovalchuk. Elle est née dans une petite ville de l'ouest de l'Ukraine, a grandi dans une famille ordinaire, rêvait de devenir mannequin et de conquérir les podiums du monde entier. Cependant, un concours de circonstances, son désir d'une vie meilleure et sa croyance naïve dans les contes de fées orientaux ont failli lui coûter la vie. Mais le plus frappant dans son histoire n'est pas la façon dont elle a survécu aux horreurs de sa captivité à Dubaï, mais ce qu'elle a découvert, l'identité d'un certain cheikh, dont on ne trouvait pratiquement aucune trace dans les archives, mais qui, selon elle, serait responsable de nombreux crimes, allant de la traite d'êtres humains à des rituels occultes, voire à des meurtres de masse. Ce qui avait commencé comme un voyage naïf pour participer à un défilé de mode s'est transformé en un voyage au cœur d'un réseau sinistre, où s'entremêlent les intérêts de personnes trop puissantes et trop riches. Ce texte rassemble les témoignages de Maria Kovalchuk elle-même, ainsi que les résultats de ses tentatives pour rassembler des preuves des crimes horribles auxquels, selon elle, les plus hautes sphères d'une secte secrète auraient été impliquées. Dubaï a accueilli Maria avec un soleil éblouissant, une chaleur torride et une vue sur des gratte-ciel futuristes. Un représentant de l'agence, qui s'est présenté sous le nom de Rachid, l'a conduite dans un luxueux penthouse dans le quartier de Dubaï Marina, avec vue sur le golfe Persique, une piscine et un intérieur élégant. Elle était entourée de plusieurs autres mannequins débutantes, venus de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan et même d'Allemagne. Les premiers jours, tout ressemblait à des vacances de luxe. Sorties à la plage, rencontres avec des photographes, soirées dans des restaurants chers. Maria publiait régulièrement des photos sur les réseaux sociaux, racontant à ses abonnés la chance qu'elle avait eue de se retrouver dans un tel conte de fées. Cependant, elle ressentait une certaine tension. Les filles étaient constamment accompagnées par deux hommes imposants en costume, qui ressemblaient à des gardes du corps, mais qui se comportaient non pas comme des gardes du corps galants, mais comme des contrôleurs stricts. Par exemple, si Maria ou l'une de ses amies voulait aller au magasin ou se promener, il fallait toujours demander la permission. L'agence disait que c'était pour leur sécurité, mais l'atmosphère elle-même suscitait un vague sentiment d'inquiétude. Une semaine plus tard, on lui proposa une séance photo pour un catalogue de robes de soirée. Le shooting avait lieu dans le nouvel hôtel Atlantic Star,
avec des intérieurs design. Tout semblait très professionnel, mais Maria remarqua que les photographes et les stylistes communiquaient à voix basse, sans se nommer. Parfois, elle avait l'impression que ce n'était pas simplement une fantaisie, mais qu'il s'agissait d'une sorte de secret. Mais à l'époque, elle préféra ne pas poser de questions inutiles. Le tournant s'est produit à la mi-mai 2021. Tôt le matin, des personnes se présentant comme des agents de la police de Dubaï ont frappé à la porte du penthouse. Ils ont déclaré que les filles qui vivaient ici avaient enfreint le régime des visas et que leur agence n'avait apparemment pas enregistré officiellement leur contrat. Tout le monde, y compris Maria, a été emmené au poste de police pour clarification des circonstances. Ils y ont été retenus pendant environ 24 heures sans aucune accusation officielle, puis relâchés, mais leurs passeports ont été confisqués et ils ont été obligés de se présenter dès qu'on les appellerait. Cet épisode a été un choc terrible pour Maria et ses amis. Sapphire Models leur a assuré que tout serait réglé et que leur passeport leur serait rendu. Mais une semaine s'est écoulée, puis une deuxième, et personne n'a rendu les documents. En échange, l'agence leur a proposé de signer un nouveau contrat afin de légaliser leur statut dans le pays. Ces documents contenaient des conditions encore plus strictes. Les filles devaient vivre dans un endroit précis, travailler uniquement selon les instructions de l'agence et toute tentative de quitter Dubaï de leur propre chef était passible d'amende et même de poursuites judiciaires. Maria comprenait qu'elles étaient en fait prises en otage. Cependant, elle se sentait piégée, sans passeport, dans un pays inconnu, sans soutien ni connaissance. On dit que c'est à cette époque que le nom du mystérieux Cher a commencé à apparaître dans les conversations. Les employés de l'agence, chuchotant et manifestant une peur évidente, mentionnaient parfois un homme influent qui réglait les problèmes au plus haut niveau et pouvait arranger les choses avec la police. Certains l'appelaient le Cheikh Saïd Al-Fahadi, d'autres le Cheikh Salim Al-Fahadi. Il n'y avait pas d'informations fiables, mais le fait qu'il était au-dessus de tout le monde était un secret de polichinelle au sein de l'agence. Plus tard, Maria s'est souvenue qu'au moment du tournage dans l'Atlantic Star, elle avait vu une photo dans le couloir de l'hôtel. Un homme élancé, âgé d'environ 40-45 ans, vêtu d'habits traditionnels coûteux, au regard pénétrant. Sur la plaque, on pouvait lire « Invité d'honneur, son Altesse Saïd Al-Fahadi ». Personne n'a vraiment expliqué qui il était et pourquoi son portrait était accroché dans le couloir de l'hôtel, à un endroit bien en vue. Mais c'était peut-être justement l'homme qui supervisait de nombreuses agences de mannequins, ou l'une de ces incarnations secrètes. Tant que la question du visa restait en suspens, Maria et quelques autres filles se trouvaient en fait dans une position de subordination. Peu à peu, celles qui protestaient ont commencé à subir des pressions, voire des violences. L'une des mannequins, Ekaterina, a été emmenée au milieu de la nuit, puis ramenée le lendemain matin en larmes et couverte de bleu. Personne n'a dit ce qui s'était passé. Plus tard, Ekaterina a avoué à Maria qu'elle avait été violée par des inconnus, en représailles pour avoir tenté de contacter l'ambassade ukrainienne de son propre chef. Choquée, Maria a voulu s'enfuir et aller voir la police. Mais elle avait déjà compris que la police locale pouvait être en partie corrompue, ou tout simplement ne pas vouloir s'en occuper. Sans passeport et sans le soutien de ses compatriotes, ses chances de réussite étaient minces. La peur des représailles de la part de Sapphire Models et de son protecteur grandissait. Cependant, à la même période, Maria a commencé à remarquer des contacts étranges. La nuit, des réunions privées avaient parfois lieu dans le penthouse. Des voitures de luxe arrivaient. Des gardes contrôlaient les visiteurs à l'entrée et de la musique orientale jouait à plein volume dans les pièces. Le matin, des bouteilles d'alcool haut de gamme et des traces de substances illicites coûteuses étaient laissées sur la table. Les responsables locaux de l'agence minimisaient. Ce ne sont que des fêtes pour des clients VIP. Mais on ne pouvait que deviner ce qui se passait réellement. Au milieu de l'année 2022,
un nouvel homme est apparu dans le cercle de l'agence, un Allemand du nom de Günther Hoffmann. Maria l'a rencontré dans les couloirs de Sapphire Models, un homme imposant d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, qui parlait avec un léger accent et se présentait comme l'ami du Cher. Il mentionnait souvent des événements internationaux, mais de manière énigmatique. Il s'agissait peut-être de réunions secrètes de l'élite, de clubs privés ou d'autres choses encore. C'est précisément Hoffmann qui a emmené Maria plusieurs fois en voiture pendant la nuit. Il l'a conduite dans une étrange maison isolée à la périphérie de Dubaï, entourée d'une haute clôture. À l'intérieur, il y avait des salles meublées de mobilier coûteux, mélangeant les styles arabes et européens, et des gardes se tenaient à l'entrée. Des personnes masquées s'y rassemblaient. Cela ressemblait à des rituels ou à des réceptions, et se comportaient de manière extrêmement réservée. Les filles étaient installées sur des canapés, tandis que les hommes discutaient longuement dans une pièce séparée. Parfois, Günther les accompagnait à ces réceptions, et Maria avait l'impression que ce rôle ressemblait davantage à celui d'un décor vivant qu'à celui d'un mannequin. Un jour, lorsque Maria se décida à parler à Günther de son envie de rentrer chez elle, il se contenta de sourire. « Vous ne comprenez pas où vous êtes, Frau Kowalczyk, dit-il doucement. Savez-vous que les mots « liberté » et « volonté » n'ont aucun sens ici? Cette ville appartient à ceux qui sont au-dessus des lois. Et au-dessus des lois, il y a encore des forces que vous ne voyez pas. Cela semblait terriblement ambigu. Maria raconta ensuite quelque chose qui la mit en état de choc. Günther Hoffmann et Saïd al-Fahadi utilisaient souvent des éléments ressemblant à des symboles maçonniques, mais leur culte dépassait clairement le cadre du spéculatif traditionnel. Selon certaines informations, leurs réunions secrètes étaient ornées d'images qui ne faisaient que partiellement référence aux symboles maçonniques classiques. Des triangles avec un œil qui voit tout, des compas, 6 et 8 rayons pointus, des miroirs en forme de pentagone. Cependant, ils interprétaient tout cela à leur manière, en y intégrant des textes pseudo-religieux déformés et en inculquant à leurs adeptes l'idée que la véritable fraternité était le pouvoir sur la vie et la mort, et non les principes moraux ou l'éducation. Il existe des preuves qu'ils ont créé une sorte de loge clandestine qui comptait plusieurs dizaines de personnalités haut placées. Ces personnes portaient des bagues ou des pendentifs gravés d'un symbole, un cercle avec un œil à l'intérieur et 6 rayons divergents. Contrairement à la franc-maçonnerie classique, qui accorde une grande importance à la philosophie, Al-Fahadi prônait l'idée que le véritable pouvoir réside dans le pouvoir secret et les offrandes sanglantes à une sorte de esprit qu'ils appelaient le gardien des 3 sceaux. Selon des témoins oculaires, ce sont précisément ces rites qui les distinguaient de la franc-maçonnerie ordinaire et en faisaient un culte à tendance criminelle. Les lieux principaux des rituels étaient souvent des manoirs ou des villas luxueux, qui ressemblaient à l'extérieur à des résidences ordinaires de personnes haut placées. Dans les pays arabes, il s'agit le plus souvent de terrains clos, entourés de hautes clôtures, avec un système de cours intérieures. Les pièces intérieures où se déroulaient les cérémonies étaient décorées d'un étrange mélange de style oriental et de symboles pseudo-maçonniques. On trouvait sur les murs des citations en latin, des inscriptions en hébreu et en arabe, ainsi que des fragments de textes occultes. Les rituels se déroulaient généralement dans une salle, avec une estrade en pierre ou une table en bois massif stylisée en autel. À sa base se trouvaient des chandeliers et des coupes remplies d'un liquide, souvent du sang. Les participants au rituel se rassemblaient autour de l'autel. Des hommes vêtus de longues robes noires ou blanches à capuche et brodées de symboles, triangles, pentagrammes, ailes déployées. Des femmes pouvaient également être présentes, mais elles jouaient un rôle secondaire, se contentant généralement de tenir des bougies. Selon les témoignages des survivants, les victimes étaient souvent des jeunes filles kidnappées
ou soumises à Günther Hoffmann et Saïd Al-Fahadi. Elles étaient affamées, interrogées, soumises à un lavage de cerveau jusqu'à ce que certaines ne puissent plus se défendre. Avant le rituel, la victime était souvent vêtue de vêtements blancs ou rouges, parfois semi-transparents, soulignant sa vulnérabilité. Des marques spéciales pouvaient être infligées sur le corps à l'aide de couteaux ou de fer rouge. Selon certains témoignages, la victime recevait des drogues puissantes afin de la maintenir dans un état semi-conscient et l'empêcher de se défendre activement. Le rituel commençait toujours par la lecture de zak spéciaux, qui pouvaient être des textes en latin, en arabe ou une combinaison de phrases provenant de différentes langues. Souvent, une musique inquiétante était jouée, accompagnée de coups secs et presque sourds de tambours ou de gongs. D'après les descriptions, Günther Hoffmann jouait le rôle de maître de cérémonie. Il dirigeait le processus, répartissait les rôles et donnait les signaux. Al-Fahadi apparaissait souvent en tant que chef du culte ou grand prêtre, c'est-à-dire la personne qui accomplissait officiellement l'acte principal du rituel. À un moment donné, la victime était amenée à l'autel et maintenue là. Hoffmann prononçait des incantations, plutôt une série de phrases occultes, appelant à accepter l'offrande. Ensuite, le cher, ou ses proches, procédaient à l'aspersion de sang. Souvent, un animal, une chèvre, un mouton, était égorgé en tant que première offrande, et son sang était répandu sur l'autel et le sol. Selon les témoignages, la partie la plus sinistre du rituel réside dans le fait que les animaux sacrifiés ne constituent qu'une étape préliminaire. Après les actes initiatiques, le moment peut venir où l'on tue réellement une personne. Dans certains cas, la jeune fille sacrifiée n'était pas tuée immédiatement. Elle pouvait être offerte en sacrifice après avoir subi de nombreuses tortures, son sang étant recueilli dans des coupes ou des plateaux spéciaux. Sa mort atroce pouvait s'étaler sur une longue période, tout dépendait du scénario sacré. On dit que pour achever le rituel, le cheikh Saïd Al-Fahadi touchait le corps de la victime avec un poignard rituel. Certains témoins ont affirmé qu'il s'agissait d'un poignard recourbé avec un symbole représentant un œil gravé sur la lame. C'était généralement lui qui portait le coup fatal, tout en prononçant des phrases en arabe, dont le sens se résumait à « l'appel aux forces obscures pour obtenir leur protection ». Une fois les rites terminés, le corps de la victime, s'il restait sur l'autel, pouvait être photographié pour les archives, une pratique effrayante, nécessaire au culte pour maintenir la discipline parmi les adeptes et faire chanter les autres. Participants. Le cadavre était secrètement emporté et enterré dans le désert, ou brûlé. Dans certains cas, des rumeurs circulaient selon lesquelles des locaux spéciaux équipés de bains d'acide ou de fours étaient utilisés pour détruire les traces. Les participants se dispersaient, souvent après avoir fait la fête, consommant de l'alcool et des drogues pour célébrer la victoire de la force sur la faiblesse. Günther Hoffmann et Saïd Al-Fahadi étaient considérés parmi ces personnes comme des mentors divins auxquels tout le monde s'inclinait. Maria est restée longtemps dans l'ombre, essayant de ne pas se faire remarquer, mais un jour, elle est elle-même devenue une victime. Günther Hoffmann et deux gardes l'ont attendue dans le couloir du penthouse et lui ont dit « Tu dois assister à un événement spécial réservé aux invités VIP ». On lui a injecté une drogue qui lui a donné une sensation de coton dans la tête, puis on l'a emmenée dans une voiture de nuit quelque part en dehors de la ville. Elle se souvient mal des détails du trajet. Tout flottait devant ses yeux. Elle entendait des conversations étouffées en arabe et en allemand. Une atmosphère oppressante régnait dans la maison où elle a été emmenée. Des torches éclairaient un long couloir recouvert de tapis rouges, et les murs étaient ornés de mosaïques représentant des pentagrammes et d'autres symboles étranges. Elle distinguait vaguement les silhouettes de personnes vêtues de longues robes noires. Leurs visages étaient cachés par des capuches. L'air était imprégné d'une odeur épaisse de encens, mêlée à une odeur métallique de sang.
Maria entendit les cris des filles dans la pièce voisine. Une voix s'interrompit soudainement dans un bruit sourd. Quand on la fit entrer dans la salle centrale, elle vit un autel en pierre sur lequel gisait quelque chose qui ressemblait à un corps recouvert d'un tissu sombre. Des hommes se tenaient autour, parmi lesquels se distinguait un chair qui leva sur elle un regard perçant, et Maria fut soudain prise d'une peur terrible. Ce regard était dénué de toute émotion, il n'y avait que de la curiosité froide. Un ordre fut à nouveau donné en arabe, et des assistants amenèrent Maria. La jeune fille fut mise à genoux devant l'autel. Du coin de l'œil, elle aperçut deux autres mannequins à côté d'elle, les mains liées et portant des traces évidentes de coups. On lui tordit les bras de force, et l'un des hommes cagoulés se mit à réciter quelque chose qui ressemblait à des prières, mélange de latin et de phrases incompréhensibles en arabe. En fond sonore, on entendait des battements de tambour ou de tambourin, qui renforçaient l'impression de débauche sauvage. Les souvenirs confus qui sont restés à Maria après ce rituel ont été confirmés plus tard par les témoignages d'autres survivants. Leurs récits concordaient. D'abord, ils sacrifient un animal et recueillent son sang dans un bol. Ensuite, ils choisissent une jeune fille désignée par le cheikh ou Hoffman. Si la jeune fille convient par son apparence et son état, elle est placée sur l'autel et c'est là que commence l'horreur. On disait que de nombreuses jeunes filles étaient violées directement dans la salle, endormies avec des médicaments puissants, puis tuées à l'aide de couteaux ou de poignards gravés de symboles occultes. Maria a compris qu'elle aussi était destinée à être sacrifiée, probablement lors d'une nouvelle fête du sang. Mais soudain, l'un des assistants s'est approché d'elle et a examiné son pantalon taché de sang. La jeune fille avait ses règles. Tous les participants à la cérémonie le remarquèrent, et le cheikh Al-Fahadi s'écarta avec dégoût, indiquant silencieusement qu'il fallait la faire disparaître. Apparemment, il considérait la jeune fille comme impure pour être sacrifiée à ce moment-là. Cependant, Maria n'allait pas être libérée. Elle fut brutalement jetée de côté, puis sauvagement battue par deux gardes. Elle reçut un coup dans le ventre et un autre au visage. Elle ne pouvait plus crier, la douleur la tordait, elle perdait connaissance. Elle n'entendait plus que des bribes de phrases « Emmenez-la, jetez-la, qu'elle crève ». Lorsque la jeune fille a repris connaissance, elle s'est retrouvée abandonnée sur le bord d'une route déserte. Ses vêtements en lambeaux empestaient la sueur et le sang. Son visage portait encore les traces des coups et ses mains tremblaient de douleur et de choc. Heureusement, un automobiliste a remarqué la jeune fille mutilée et a appelé une ambulance. C'est ainsi que Maria, à moitié morte, a été transportée à l'hôpital. Les médecins ont longtemps essayé de comprendre ce qui lui était arrivé, car elle était couverte de bleu, et les textes trouvés dans sa poche, des bouts de papier avec des symboles, ont intrigué le personnel médical. Pendant sa convalescence, d'autres filles qui avaient réussi à s'échapper ou à survivre à des événements similaires ont commencé à lui rendre visite. Certaines avaient même peur de parler à voix haute, se contentant de faire des allusions. Ils pratiquent ces rituels la nuit. Ils disent qu'ils apportent des offrandes à leur sombre protecteur. D'autres en ont dit plus. Le cheikh Al-Fahadi a sa propre loge, qui comprend des hommes d'affaires influents de différents pays. Ils achètent des jeunes femmes, les torturent et, à certains jours, les sacrifient, croyant ainsi obtenir énergie, pouvoir et prospérité financière. Maria a rencontré l'une des jeunes filles victimes, Amina, dans le couloir de l'hôpital. Amina lui a raconté à voix basse « J'ai vu de mes propres yeux Günther Hoffmann ordonner à ses hommes d'emmener les filles vers l'autel. Là, le cheikh, vêtu de blanc, prononce des incantations. Ensuite, il versait le sang et filmait tout. J'ai miraculeusement survécu en faisant semblant d'être folle, mais plusieurs de mes amis ont disparu. Personne n'a plus jamais prononcé leur nom. Avec le temps, Maria a appris que ces règles, qui avaient heureusement commencé, étaient la raison pour laquelle elle n'avait pas été tuée cette nuit-là.
L'un des gardes a juré que le sang devait être pur, pas comme ça, et c'est ce qui a sauvé la vie de la jeune fille. Mais on ne peut parler de « salut » que de manière conditionnelle, car les semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer, une lutte pour se rétablir physiquement et psychologiquement. À première vue, cette histoire semble trop horrible pour être vraie. Mais Maria elle-même n'a aucun doute. Derrière l'apparence respectable de certaines structures de mannequins se cache un monde effrayant où la vie humaine n'a aucune valeur et où les rituels ne servent que de couverture pour les formes les plus répugnantes de violence et de meurtre. Au final, ce sont ces règles qui l'ont sauvée d'une mort atroce sur l'autel. Aujourd'hui, la jeune femme tente de faire passer le message suivant: ne croyez pas aux promesses de succès rapide si elles ne sont pas accompagnées de garanties transparentes. Derrière les sourires et le luxe se cache parfois un véritable abîme de cruauté. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez votre avis dans les commentaires, aimez et à bientôt dans les prochains numéros.